bonsoir. Et au sommaire de ce JT, la neige a fait son retour sur les sommets vosgiens et avec elle les skieurs. La station du Markstein a ouvert ses pistes en avant-première ce matin. Ils ont 15 ans, mais débattent déjà autour des notions de droits de l'homme et de l'Europe. Des lycéens italiens et alsaciens se retrouvent à Strasbourg pendant 3 jours. Et puis, c'est un indémodable des tables alsaciennes, le service Annecy fait son retour en boutique à la faveur d'une réédition. Et on prend tout de suite la direction de Paris au 102e congrès des maires. Absent l'an dernier, le président Emmanuel Macron s'est rendu hier soir à la rencontre des maires de France. Une opération de reconquête auprès des élus locaux après une première partie du quinquennat mouvementé. Suppression de la taxe d'habitation, gilets jaunes, grand débat. L'exécutif et les maires ont traversé de fortes turbulences. À 4 mois des municipales, le président de la République a donc tenté de renouer le lien. Avec plus ou moins de succès, Nora Bourioua a rencontré quelques-uns des maires alsaciens présents dans la salle. On a échangé entre les maires présents, maire barinois en l'occurrence. Ils sont restés un peu sur leur faim. On attendait davantage de précisions. Sur la fin, cela a été, mais c'était un exercice pas facile dans le climat qui existe actuellement entre le président de la République ou le gouvernement et les élus locaux. Il y a de la reconnaissance supplémentaire. On peut mieux faire. Sur le fond, je retiens qu'il a raison lorsqu'il parle de décentralisation, en disant qu'il faut que pour chaque décentralisation, il faut que les compétences soient entièrement décentralisées, c'est-à-dire avec les moyens financiers et les responsabilités aussi. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour le reste, je trouve qu'il était trop frileux par rapport aux demandes des communes et aux problématiques qui sont les nôtres. Aujourd'hui, il n'y a rien de concret. La réalité du terrain, elle est plutôt négative pour l'instant. On a quand même des gros soucis, nous, au niveau des communes. Et on attend vraiment que l'État nous aide de ce côté-là, quoi. Donc c'est essentiellement financièrement, je veux dire. Donc voilà, c'est là où on attend. Voilà, là, il en a parlé, taxe d'habitation, mais il n'a pas apporté de solution. Moi, je ne trouve pas beaucoup de nouveautés. Mais bon, après, bien entendu, ce qui est quand même intéressant, c'est le soutien qu'il montre aux maires. La prise de conscience, je pense, qui a eu lieu avec l'effet gilet jaune vis-à-vis des élus locaux, est quand même positive. Enfin, moi, je pense qu'on a un gouvernement qui attaque les sujets, même si je pense par ailleurs que souvent ils sont un peu décalés, beaucoup trop jacobins, et justement qu'il manquait un peu de proximité par rapport aux élus locaux. Je pense que le fait de s'appuyer sur les maires, ça peut être une bonne évolution. Ski farté, carré, affûté, et c'est parti pour la glisse. Les adeptes du ski ont pu se faire plaisir le temps d'une journée au moins au Markstein. Les chutes de neige de la nuit de dimanche à lundi ont permis d'ouvrir 3 pistes de la station. Et il y en a qui trépignaient d'impatience ce matin. Marine Zis est allée à leur rencontre. Les pistes du Markstein ouvrent à 9h ce matin, mais certains ont de l'avance. Comme Elsa, arrivée parmi les premiers. J'ai hâte de skier, de retrouver la neige et puis... parce que j'aime bien m'amuser, je m'amuse et puis je fais ça pour le plaisir. À peine équipée, et la voilà déjà en train de dévaler la piste, presque seule au monde. Ça se passe bien, on reprend vite le rythme. Mais rapidement, d'autres adeptes la rejoignent. Une première descente sympathique, pour une remise en jambe, ça suffit largement. Bon, très bien, faut s'y remettre. C'est une première cette saison ? Ouais, première. Elle était attendue avec impatience ? Oui, on l'attendait. Si pour certains, la reprise se fait tout chousse, pour d'autres, elle est un peu plus hésitante, voire même compliquée sur les remontées. Peu importe, il est question de profiter puisque ce n'est pas tous les ans que l'on peut skier dans les Vosges en novembre. Alors sur les 5 dernières années, c'est déjà arrivé 2 fois. Donc globalement, c'est pas totalement exceptionnel. C'est vrai que c'est tôt, mais on n'est pas dans le domaine de l'exception. Quelle que soit la période à laquelle on ouvre, il y a toujours de la course pendant les 2 jours précédant l'ouverture. Après, nos équipes ont été réactives, on était plus ou moins prêts déjà sur le domaine débutant. Il a simplement fallu qu'on dame, qu'on vérifie encore les équipements et puis feu pour aujourd'hui. Les températures devraient remonter dans les prochains jours. Alors, pour la prochaine session de glisse dans les Vosges, il faudra sûrement attendre les vacances de Noël. Vous avez peut-être dans vos armoires des assiettes, plats ou théières décorées de petits Alsaciens du peintre Annecy. Bien que populaire, ce service a failli disparaître en 2016 après la liquidation de la manufacture Elschinger de Soufflenheim. Mais la production a repris en juillet dernier dans la faïencerie de Lunéville et Saint-Clément. Reportage Cécile Motz et Fanny Kuntz.
On les trouve dans tous les vaisseliers alsaciens. Ces scènes de vie, ces décors naïfs, ces personnages juvéniles et insouciants, c'est cela le service de table Hansi. Créé en 1925, cette collection d'assiettes, plats, tasses, arborant les dessins de Jean-Jacques Valls, aurait pu disparaître avec un arrêt de la production il y a 3 ans. Mais depuis l'ouverture à Colmar du village Hansi et de son musée, la demande était récurrente. Il fallait refaire vivre ces faïences. L'enjeu déjà c'est qu'on a clairement des clients, des consommateurs qui nous l'ont redemandé. Il faut savoir également que ça fait partie de l'histoire de Hansi puisque ça fait partie vraiment de ce qu'il a fait le plus se connaître, on va dire, le plus diffuser. Il y a une part de conservation de notre culture, une part de conservation également de cette histoire, quelque part de l'histoire de l'Alsace. On a vraiment tout ça en fait qu'on a pu relancer grâce à ce service de table aussi. Ce qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est la fraîcheur, on va dire, des couleurs, la fraîcheur de ces personnages également. A créé à cette époque qui était pourtant pas si souriante de l'Alsace. Et toute cette partie-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est unique, on va dire, ce service, et il méritait vraiment d'être réédité. La marque Le Marché de l'Oncle Hansi, propriétaire du musée et des droits de l'œuvre de Hansi, s'est donc associée à une faïencerie pour rééditer ce service. Direction Saint-Clément en Lorraine. Depuis juillet, la manufacture de Lunéville redonne vie au personnage de Hansi. Chaque pièce arrive sous forme de terre avant de suivre un même parcours. Voilà. Moulés, les futures assiettes vont reposer avant de passer au four. Puis direction les ateliers et les petits Alsaciens entrent en scène. Donc c'est des petits chromos qui sont donc sous ces formes-là qui sont découpés. On les met donc dans un bain d'eau et après ils sont appliqués sur l'assiette. Le logo est placé au dos de l'assiette, puis le décor central et enfin les fleurs sur les rebords de la pièce. Et après une dernière touche, le produit est fini. Les assiettes, les terrines de foie gras et autres vaisselles sont désormais prêtes à rejoindre les boutiques. Ici, déjà 3000 pièces ont été réalisées. Il y en a une que j'affectionne tout particulièrement, c'est l'Alsace et la Lorraine réunies sur une assiette. C'est quand même formidable tout ça, maintenant qu'on est dans le Grand Est. La faïencerie de Lunéville-Saint-Clément est donc une des dernières faïenceries de France, si ce n'est pas déjà la dernière dans l'Est. Et donc, il y a un savoir-faire qu'il faut garder. Et grâce donc à une nouvelle collection, ça étoffe notre gamme de produits. La collection de l'artiste colmarien représente pour l'instant 10% du chiffre d'affaires de la faïencerie lorraine. Et partager un repas avec Hansi n'est pas chose réservée aux Alsaciens. Les décors naïfs de Jean-Jacques Valls se vendent également dans certains pays asiatiques. Ils plaisent notamment en Corée. C'est un marathon pas comme les autres qui se déroule en ce moment dans les classes du lycée des Pontonniers à Strasbourg. Pendant 3 jours, des élèves de seconde vont débattre avec des élèves italiens autour de problématiques liées aux droits de l'homme. L'enjeu, apprendre à échanger en anglais et trouver des solutions à des sujets actuels qui touchent les pays européens. Un reportage de Camille Roland. We are Giacomo Giombolini. I am Federica Atanasio. We are from Italy and we will be your mentors for these 3 days of hackathon for global rights. Dans les classes du lycée international des Pontonniers, ce matin, la langue de Shakespeare est de rigueur. Pour la première fois, des jeunes Italiens sont venus à la rencontre d'élèves de l'établissement strasbourgeois pour s'essayer à un exercice complexe, débattre sur des sujets liés aux droits de l'homme. Après un bref rappel de la problématique, les élèves se sont répartis par groupe. Rapidement, les langues se sont déliées et les opinions confrontées. Classes or a class where we learned about civil rights. Yeah, maybe from now on to 2050, because now people are so close-minded. Nous cherchons des solutions à propos de la problématique de l'immigration. Nous imaginons que nous sommes en 2050. La situation économique est meilleure qu'actuellement, mais du point de vue de l'immigration, le problème reste le même. Quand on est en classe, on a l'impression que les autres y trouvent plus de solutions que soi-même. Et là, on peut vraiment se concentrer et travailler ensemble sans avoir quelqu'un qui nous aide à trouver les solutions. Et du coup, ça nous aide beaucoup pour se préparer de le monde d'après. Il s'agit de systèmes assez différents. L'Italie ne marche pas comme la France.
mais il y a aussi des points en commun. Pour l'instant, on a du mal à établir quel pays on va choisir, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont touchés par de cette situation. Et puis aussi, devoir s'imaginer des nouvelles technologies, comment trouver une solution, ça va être, je pense, un peu compliqué, mais je pense qu'on va y réussir. Terrorisme, immigration ou encore droits des femmes, ces sujets actuels seront traités sous tous les angles 3 jours durant. 8 équipes de 8 élèves franco-italiens vont devoir partager leur point de vue, un moyen de mettre en lumière les similitudes et différences des 2 pays frontaliers. For students, it's important to be powerful, to be aware about these issues, and also have. Pour les étudiants, c'est important d'être impactant, d'être aussi conscient de ces problèmes. Le fait d'interagir avec des étudiants étrangers afin de résoudre ces problèmes est également motivant pour eux. Probablement que les étudiants italiens ont un point de vue différent sur le sujet par rapport aux Français, et ils ont vécu des situations différentes chacun dans leur pays, donc cela pourrait être vraiment intéressant de trouver une solution commune. Depuis 10 ans, le lycée des Pontonniers s'implique dans les simulations de réunions des Nations Unies. Les règles du jeu, les élèves se mettent dans la peau d'ambassadeurs pour débattre à l'échelle européenne. Et cette année, tout cela est pris très au sérieux puisque les lycéens devront présenter leurs solutions au Conseil de l'Europe ce vendredi. On cherche plusieurs qualités dans l'équipe qui gagnera. L'équipe qui, bien sûr, peut se présenter en anglais de façon convaincante, parce que ce n'est pas que des idées qui comptent, il faut pouvoir les vendre. Mais les solutions, bien sûr, doivent être applicables dans le monde actuel. La grande thématique du hackathon, c'est Hack for Human Rights, donc les droits de l'homme. Je trouve ça tout naturel qu'on se retourne vers le Conseil de l'Europe, qui travaille tous les jours pour les droits de l'homme et des femmes et des enfants. Et je pense que le fait d'être dans l'amphithéâtre et de parler avec les microphones et d'être bien habillé, c'est des ingrédients comme pour un gâteau qui va amener le projet à terme. Chaque équipe aura donc 3 minutes chrono pour convaincre l'Assemblée. Un défi de taille pour ces jeunes Européens peu habitués à débattre en public de ces thèmes qui les concernent pourtant tous. On termine ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Connaissez-vous la vexillologie ? Ce nom vient de vexillum, le nom de l'étendard dans les armées romaines, et c'est l'étude des drapeaux et pavillons. Et la Société française de vexillologie organise en ce moment un concours du plus beau drapeau de France. L'Alsace était aujourd'hui en demi-finale face à la Normandie et l'a emporté à midi pile 52-48. 5e victoire pour notre région, après avoir défait le Dauphiné, Saint-Barth, le Bourbonnais et la Gascogne. Même si certains critiquent le choix du drapeau retenu et auraient préféré le Rotundvis, c'est bien ce drapeau alsacien qui affrontera la Franche-Comté en finale.